Donc, on va voir un peu comment on peut simuler les mouvements des protéines et surtout comment déterminer leur structure. Donc, pour commencer, on a cette représentation. Est-ce que vous voyez la barre en haut ou pas? Oui, enfin la barre. La barre de zoom? C'est un peu chiant ce truc. Comment ça se fait? Si on recommence, est-ce qu'elle la montre? Pourquoi il me dit que vous êtes en train de partager un truc? Ça me dérange un peu ce truc. Alors si je balance ça ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça change rien du tout. Bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Bon, on va faire comme ça. Mais là, vous voyez bien les titres ou pas? Ou vous voyez la barre de zoom devant? Non, Oui, on voit bien le titre. Ok, bon, je sais pas pourquoi. Moi, je vois bien le titre. Ok, bon, bah tant mieux. Donc c'est juste moi qui dois avoir la barre. Ok, donc... J'ai perdu ma souris. Donc ça, c'est le... Alors pourquoi je montre cette slide? Parce que c'est le paradigme classique. C'est un paradigme classique en biologie, donc selon lequel vous avez une portion d'ADN dans le génome qui correspond à un gène, qui encode une protéine particulière, qui va adopter une structure tridimensionnelle particulière en solution, qui va déterminer, qui va faire une fonction précise. Donc là, il y a un élément qui manque, qui est évident dans ce paradigme, c'est l'aspect, ce sont les aspects dynamiques. Donc on en reparlera un peu plus tard, mais les structures ne sont pas des objets figés, mais les protéines bougent et fluctuent constamment en solution. Alors si donc nous, ce qui nous intéresse là-dedans surtout, c'est comment on va déterminer la structure tridimensionnelle qui est au milieu. Donc si on revient un petit peu en arrière, dans les années 70, a été formulée ce qu'on appelle l'hypothèse thermodynamique. Alors c'est une hypothèse qui dit que la structure native que la protéine va adopter en solution correspond à un minimum d'énergie libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est finalement la conformation 3D la plus favorable d'un point de vue énergétique, donc qui va être la plus stable en solution. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la différence d'énergie libre entre l'état natif qu'on cherche, donc qui est par exemple représenté là, et l'ensemble des conformations dénaturées. Donc qu'est-ce que c'est une conformation dénaturée? C'est un état complètement déplié, si vous voulez. Cette différence, elle est de l'ordre de 20 à 60 kJ. Alors, est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Si vous avez un peu de notion d'énergie et de thermodynamique. Est-ce que c'est beaucoup, 20 à 60 kJ? Ça fait entre 5 et 15 kcal par mol. Pas d'idée si c'est beaucoup ou pas? Bon, ben en fait, ouais. Non, aucune idée. Aucune idée. Ben, en fait, c'est peu. C'est une différence qui est très peu. Ça représente pas grand-chose. 5 à 15 kcal par mol, c'est par exemple, c'est de l'ordre de l'énergie qui est associée à une interaction dans la protéine. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en termes d'énergie, vous avez une petite chose qui suffit à faire que vous êtes dans un état natif par rapport à l'état déplié, disons. Alors, comment est-ce qu'on détermine cet état natif? Il y a plusieurs hypothèses qui sont associées. L'hypothèse d'unicité. Donc, on va faire l'hypothèse que la séquence n'aura pas d'autres repliements 3D qui donnent la même énergie. L'hypothèse de stabilité, c'est-à-dire que si vous faites des petits changements, vous allez quand même rester autour de cette conformation native. Vous n'allez pas complètement sauter vers autre chose.
et l'hypothèse d'accessibilité cinétique, donc c'est-à-dire qu'on peut accéder de manière assez directe à cette conformation native. Donc, on n'a pas besoin, pour y accéder, de faire des changements drastiques dans la conformation, comme par exemple des nœuds, ce genre de choses, des choses un peu bizarres. Donc, la topologie, l'accès d'un point de vue topologique, le réseau qui se crée, ne va pas avoir de gros changements pour accéder à cette conformation native quand on part de l'état complètement déplié. Donc, la protéine en solution, dans ce cadre-là de l'hypothèse thermodynamique, elle est vue comme un ensemble statistique. C'est un peu, bon, par définition, à partir du moment où on travaille en thermodynamique, on a cette notion d'ensemble statistique, et vous avez l'énergie libre de la protéine qui va être représentée par le delta G, et qui est en fait la somme de deux termes, H qui est l'enthalpie, la contribution enthalpique, et S qui est la contribution anthropique. Donc, l'enthalpie va représenter les interactions interne entre les atomes de votre système, de votre protéine, et l'entropie. Alors là, ça va représenter plutôt le désordre que vous avez dans le système, donc les différentes conformations qui peuvent être adoptées, la flexibilité, et aussi l'effet hydrophobe, donc l'interaction avec l'eau. Enfin, en tout cas, l'effet de l'eau sur la protéine. Et donc le T, c'est la température. Et donc, ce que vous voyez déjà dans cette formule, c'est que vous avez virtuellement un plus devant le H et un moins devant le S. Donc à la fin, votre delta G il est négatif. Si vous êtes favorable, si vous êtes dans la conformation native, vous avez une énergie qui est négative, et on parle toujours de delta G, donc on ne parle pas d'énergie libre absolue, on parle toujours d'énergie libre relative par rapport à un état de référence. Donc l'état de référence, on peut décider que l'état natif est à 0, par exemple, c'est le minimum, et toutes les autres énergies vont être positives parce qu'elles vont être moins favorables, toutes les autres conformations. Ou on peut décider qu'on a un état de référence qui est quelque part, et puis qui peut être par exemple l'état complètement défoldé. Et donc toutes les autres énergies vont être négatives, et la plus basse, la plus négative, ce sera l'énergie qui correspond à la conformation native. Et donc dans ce cadre-là, le H, ça va être quelque chose de favorable, qui va apporter une contribution favorable à l'énergie, donc une contribution négative. Alors que dans le S, vous allez avoir à la fois une contribution favorable et une contribution défavorable. Et au bilan, c'est pour ça qu'on va avoir le moins devant. Donc c'est représenté ici. Vous avez mon delta G doit être dans les négatifs. Donc mon delta H m'apporte de l'énergie favorable qui est créée par les interactions dans mon système. Et dans l'entropie, j'ai deux effets, l'entropie conformationnelle et l'effet hydrophobe. Donc l'effet hydrophobe est aussi, va aussi être favorable. Alors, quand je mets un moins devant. Et par contre, l'entropie conformationnelle va être défavorable dans ma somme de termes. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vais me replier, quand je passe d'un état défoldé, d'un état dénaturé à un état foldé, je vais perdre en désordre, je vais gagner en ordre, donc je vais avoir moins de flexibilité, moins de liberté, moins d'entropie conformationnelle. Du coup, ça va plutôt être une pénalité, c'est quelque chose qui s'oppose d'un point de vue énergétique au folding. Donc ce qu'on revoit ici, c'est qu'on a un delta G qui est relativement petit, et qui est surtout petit par rapport aux autres termes. Donc en fait, on fait des sommes et des soustractions sur des grosses valeurs pour obtenir à la fin une petite valeur. Donc le risque ici, c'est qu'on ait des erreurs sur les grosses valeurs qui s'accumulent, en tout cas qui soient très grandes par rapport à la petite valeur qu'on veut estimer que le delta G. Donc ça, c'est le gros problème dans l'estimation de l'énergie libre. Donc associé à ça, à cet état natif, on a un problème qui a été formalisé, qu'on appelle le problème du folding, du repliement des protéines. Donc si on pense à une protéine qui contient par exemple 100 acides aminés, et on considère que chaque acide aminé peut prendre 3 conformations différentes, ça nous fait 5 10 puissance 47 conformations possibles. Alors maintenant, on imagine qu'on peut évaluer un repliement toutes les 10-13 secondes, on va en avoir pour 10 puissance 27 années, sachant que l'âge de l'univers c'est 10,10 années. 10 puissance 27 années pour estimer, évaluer en fait tous les repliements possibles. Donc là, on est sur une petite protéine, on n'est sur pas beaucoup de conformations par acide aminé. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une explosion combinatoire
de par l'arrangement de tous les acides aminés qui sont dans une protéine, et que ça prend énormément de temps si on veut évaluer toutes ces conformations possibles. Donc ça, c'est un problème d'un point de vue computationnel. Comment on va faire pour prédire la structure, étant donné cette contrainte. C'est aussi un problème d'un point de vue naturel, si on veut. Du point de vue de la protéine, comment elle fait pour se replier sur des temps de l'ordre de la milliseconde, alors que cet espace, il est gigantesque. Donc probablement qu'elle ne parcourt pas tout l'espace, elle ne visite pas toutes les conformations possibles. Donc ça a été formalisé par Levinthal, on appelle ça le paradoxe de Levinthal. Et une solution qui a été donnée assez tôt pour résoudre ce paradoxe, c'est de considérer l'effet de l'eau et l'effet hydrophobe comme la force principale du repliement. Et en fait, donc l'hypothèse, c'est que tous les acides aminés, ou de manière plus générale, toutes les particules dans votre système qui sont hydrophobes vont avoir tendance à s'agréger entre elles, ensemble, à se coller ensemble. Et donc, il y a une espèce de collapse, qu'on appelle collapse hydrophobe, qui va former un cœur hydrophobe. Et ça va se faire très rapidement. Il n'y aura pas besoin d'explorer toutes les conformations qui ne sont pas compatibles avec ce collapse. Et ensuite, il y aura des réarrangements à la surface des régions hydrophiles. Donc ça peut être modélisé par des modèles en 2D sous forme de grille. C'est ce que vous avez là. Vous avez une illustration de ce truc-là. Donc c'est vraiment une grille en 2D qui est régulière, avec un pas régulier, et chaque point va correspondre par exemple à un acide aminé. Et vous le colorez en noir s'il est hydrophobe, en blanc s'il est hydrophile. Donc on part d'une chaîne complètement dépliée, et puis on essaye de la bouger sur la grille de manière à maximiser l'interaction entre les points noirs. Donc c'est des modèles extrêmement simples par rapport à ce qu'est une protéine, une structure de protéine en vérité. Mais c'est des modèles qui se sont montrés assez efficaces pour quand même aborder ce problème de repliement. Alors, associé à ce problème de repliement, on a la notion de paysage énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le paysage énergétique? C'est une hypersurface multidimensionnelle qui est obtenue en mappant toutes les conformations possibles du système et leurs énergies, leur niveau d'énergie correspondant. Donc, si on prend l'exemple du cyclohexane, bon, là, vous avez une petite molécule, ce n'est pas une protéine, donc il y a un nombre limité d'atomes. Donc, on pourrait représenter cette hypersurface multidimensionnelle avec toutes les coordonnées 3D, X, Y, Z cartésiennes de chaque atome du cyclohexane. Un truc plus simple, c'est d'utiliser une seule coordonnée. Donc, on peut faire juste un plot selon une coordonnée en X qui va mesurer le bond twisting. Donc ça, c'est une coordonnée qu'on peut dire collective, si vous voulez, qui spécifie de manière complète les conformations que vous pouvez avoir avec cette molécule. Donc vous voyez, il y a des petits schémas qui représentent en fait la conformation de la molécule, et donc ce qu'on voit, les niveaux d'énergie associés. Donc on a deux conformations qui sont très favorables en bas, donc qui sont, vous voyez les images miroirs, c'est globalement la même. Et puis, il y en a deux qui sont très défavorables en termes d'énergie qui correspondent au pic. Et puis, vous avez des conformations intermédiaires qui ont des niveaux d'énergie intermédiaires. Donc, on peut dessiner on peut plotter ce graphe. Là, en fait, on a le paysage énergétique complet du cyclohexane grâce à cette coordonnée qui est le bond twisting. Le problème, c'est que quand on passe d'une petite molécule comme ça, qui est facile à décrire avec une seule coordonnée, à une protéine qui contient des milliers d'atomes, chaque atome ayant 3 degrés de liberté x, y, z, on ne va pas pouvoir représenter cette hypersurface multidimensionnelle. Et au-delà de la représentation, on ne va pas non plus pouvoir de toute façon la calculer de manière complète. Donc on ne pourra pas avoir l'équivalent de ce plot-là pour une protéine. Alors on peut essayer de déterminer des coordonnées de réaction aussi, des coordonnées collectives pour les protéines, c'est fait, et éventuellement on aura un paysage énergétique selon ces coordonnées, qui sera plus ou moins pertinent par rapport à ce qu'on veut regarder. Donc, comme on n'a pas de caractérisation de ce paysage, on est un peu obligé d'imaginer à quoi ça ressemble. Donc, la vision généralement admise, c'est celle d'une hypersurface qui est en forme d'entonnoir, c'est ce que vous avez là, et en plus qui est rugueuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'entonnoir, en fait, ça vous permet de représenter le fait que l'état natif va être dans un puits, donc va correspondre à un minimum global. Et donc, vous pouvez accéder à cet entonnoir, à ce puits de l'entonnoir par les différents côtés en venant d'états qui sont dénaturés. Et le fait qu'elle soit rugueuse, ça représente le fait que vous avez des minima locaux.
Donc, il y a ce minimum global que vous recherchez, mais vous avez des petites crevasses, on va dire, qui font que, des petits minima locaux, qui font aussi que ça va être difficile de parcourir, de se balader dans ce paysage, parce que vous pouvez, avec des algorithmes d'optimisation, vous pouvez facilement être coincé dans un minimum local. Donc pour l'instant, cette vision, elle est théorique, mais pas infirmée par les expériences. Donc jusqu'à présent, elle a été plutôt confirmée par les expériences. Donc on a une bonne confiance sur le fait que ça représente à peu près ce qui se passe. Donc on revient sur notre paradigme et on va prendre en compte maintenant les aspects dynamiques. Donc ça, c'est un point que je vais aborder. Donc ça, c'est un peu le framework général pour trouver cette totality. Maintenant, on sait que les structures, les protéines ne sont pas statiques. Donc il y a un aspect dynamique qui est très important pour leur fonctionnement. Donc ici, vous avez l'exemple de la P53, qui est une protéine qui est suppresseur de tumeur, qui est assez connue. Et elle a un domaine en entier qui est complètement désordonné. Donc c'est ce que vous voyez là, les petits spaghettis. Vous avez un espèce de spectre de conformation qui peuvent être adoptés par ce domaine. Et dépendamment des partenaires de la P53, vous allez avoir des régions de ce domaine qui vont se folder, qui vont adopter des conformations particulières pour se fixer aux partenaires. Donc à l'extrême en fait, c'est un spectre avec d'un côté un ordre parfait, quelque chose de très stable, et de l'autre, le désordre. Et donc, entre ces deux extrêmes, vous avez toute une gamme de fluctuations et de mouvements. Donc, quand on parle vraiment de désordre, c'est qu'on n'a pas les protéines intrinsèquement désordonnées, elles n'ont pas de conformations qui sont identifiables et qu'on puisse capturer en expérience, si vous voulez, par de la cristallo ou de l'ARMN. Donc, il y a cette dimension. Et puis, il y a aussi la dimension du contenu en désordre. Donc, vous pouvez avoir une protéine qui n'a pas du tout de désordre et une protéine qui est 100% désordonnée, par exemple. Donc, il y a la nature du mouvement ou du désordre, et puis il y a la proportion que ça prend dans la protéine. Donc, c'est ce que vous avez là dans le premier bandeau. Vous pouvez avoir un domaine qui est désordonné, ou deux, ou toute la protéine, etc. Et donc, globalement, il y a plus de la moitié des protéines humaines qui contiennent des régions désordonnées. Alors, ces régions désordonnées, pourquoi, à quoi elles servent, etc. Donc, souvent, elles sont enrichies en sites de modification post-translation, donc qui permettent de réguler la protéine, typiquement des sites de phosphorylation. Donc, en plus, comme c'est désordonné, ça va être facilement exposé au solvant. Donc, ça va être ciblé par des protéines de régulation. Ça peut aussi servir à permettre de replier d'autres protéines et de recruter des partenaires de liaison, avec donc de l'ordre qui va se créer localement en fonction du partenaire. Et puis, ça permet de donner à la protéine une certaine flexibilité, donc une plasticité, une variabilité conformationnelle, donc de s'adapter à des partenaires différents. Donc ça, c'est l'exemple de la P53, de nouveau, qui est assez intéressant. Donc ce que vous avez, le plot au milieu, ça vous donne en fait chaque résidu de la protéine. Et pour chaque résidu, vous avez un score PondR, qui est donc une méthode qui vous permet de prédire le désordre. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs zones. Donc, la zone au milieu avec la bande bleu ciel, c'est une zone qui est plutôt prédite comme ordonnée. Les pondères score, ils sont en dessous de 0,5. Et donc, dans cette zone, donc ça, c'est le domaine en bleu ciel, c'est associé à 4 structures. Vous en avez 2 en haut, 2 en bas. Donc, c'est des structures de complexe de la P53 avec ses partenaires. Donc, la P53, dans ce cas-là, le domaine en question, il est aussi en bleu ciel, on le voit en représentation cartoon. Et puis, il y a le partenaire en représentation surface. Donc, ce qu'on voit, c'est que les partenaires, globalement, se fixent à peu près au même endroit. Il y a un gros overlap entre les sites de liaison des différents partenaires. Et donc, dans les complexes, dans les structures des complexes, ce domaine en bleu ciel, il est à peu près toujours identique à lui-même. Il se ressemble pas mal, il est bien ordonné. Donc, ça colle avec la prédiction de Ponder. Modulo quelques petites boucles. Donc ensuite, si vous regardez par contre à gauche et à droite, en N-terminal et C-terminal, là vous avez des scores PondR qui vont être potentiellement beaucoup plus hauts, donc des régions désordonnées, qui vont se fixer à différents partenaires, et vous voyez dans les structures de complexe que les régions qui sont fixées sur le partenaire sont ordonnées. Donc on a un ordre qui se crée suite à la liaison. Et donc ce qui est intéressant, c'est tout à droite, vous voyez, vous avez une espèce de bande verticale avec 4 squares de différentes couleurs. Donc ça, c'est 4 partenaires différents. Et quand vous regardez bien
les structures, vous voyez que la région qui correspond à la P53, elle adopte des conformations différentes avec ses différents partenaires. Des fois, c'est un strand, un brin, bêta, et des fois, avec un autre partenaire, ça va être une hélice. En rouge, par exemple, vous avez l'hélice. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la complexité qu'il peut y avoir, aussi associée à l'interaction avec d'autres protéines. Alors, sans aller aussi loin que le désordre, on va rester dans le cadre de la dynamique des protéines, donc simplement les fluctuations. Donc, on peut voir les protéines comme étant dans un équilibre de population. Donc, elles sont en solution, de nouveau, avec cette vision ensembliste. Vous avez plein de copies de votre protéine, et puis il y a une certaine proportion qui sont dans une conformation, une proportion qui est dans une autre conformation, etc. Donc, il y a un équilibre comme ça. Donc, ici, c'est l'exemple d'une protéine kinase, du domaine kinase, en tout cas d'un récepteur kinase, et qui adopte différentes conformations. Donc, ça, c'est vraiment typique des kinases. Elles sont toujours un peu... on peut toujours définir deux conformations, une inactive et une active, c'est ce que vous avez à gauche et à droite. Et donc, entre les deux, ce qui va changer, c'est que vous avez cette boucle au milieu, là, magenta, qui s'ouvre. Et là, en l'occurrence, dans celle-ci aussi, la partie en orange qui va se détacher. Donc, c'est quand même des gros changements conformationnels, même si, bon, sur le cartoon, ça ne se voit pas forcément, mais il y a quand même un truc assez important qui se passe. Et donc, typiquement, vous allez avoir des événements de phosphorylation qui vont stabiliser la forme active. Vous allez avoir la fixation d'inhibiteurs qui va bloquer la protéine dans une forme inactive, ou par exemple une mutation qui peut accélérer l'activation de la protéine. Donc il y a cet équilibre, et après, si vous avez des changements, des modifications post-translation, des mutations, le binding inhibiteur, vous allez déplacer cet équilibre et changer les proportions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour modéliser, pour déterminer la structure 3D d'une protéine? La première chose à faire, c'est de déterminer la représentation de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on veut représenter comme force? Qu'est-ce qu'on veut représenter comme particules? Est-ce qu'on est au niveau des atomes? Est-ce qu'on est au niveau des résidus, etc. Ensuite, il faut déterminer une fonction de score, c'est-à-dire une expression analytique qui va nous permettre d'évaluer l'énergie en fait de chaque conformation. Il faut déterminer une stratégie de recherche de cet espace, qui est très très grand, comme on l'a vu, et puis éventuellement filtrer, affiner les solutions qu'on aura trouvées. Alors pour les représentations, voilà, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez garder tous les atomes, enlever les chaînes latérales, ou avoir des espèces de pseudo-atomes qui représentent les chaînes latérales. Donc plus on est dans une vision simplifiée, gros grain, et plus on augmente l'efficacité du code, et moins on est précis. Ici, vous avez des exemples de représentations atomiques, pseudo-atomiques, ou carrément avec des harmoniques sphériques. Donc là, vous avez simplement la surface de la protéine qui est représentée par une combinaison qui est décrite avec une combinaison d'harmoniques sphériques. Et si vous ne prenez pas beaucoup d'harmoniques sphériques, vous allez avoir un truc assez grossier. Les conformations elles-mêmes peuvent être représentées dans différents systèmes de coordonnées. Donc vous avez les coordonnées cartésiennes, x, y, z. Vous avez les coordonnées internes. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont les angles de torsion du squelette, et qui vous permettent de définir toute la conformation du squelette de votre protéine. Vous pouvez utiliser des distances interatomiques ou interrésidus, et puis vous pouvez utiliser ce qu'on a vu, les lattices réguliers. Bon, ça c'est impossible de représenter vraiment une protéine avec ce truc-là, mais bon, ça a quand même des utilités. Alors, la stratégie de recherche, donc là, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez un moyen possiblement efficace d'aller visiter les conformations. Vous savez, vous ne pouvez pas toutes les visiter, donc ça ne sert à rien de faire une recherche systématique. Ce qu'on va essayer, c'est d'être un peu drivé par un algorithme d'optimisation, quelque chose comme ça, pour explorer l'espace. Et toujours avec cette recherche du minimum. Donc ça, c'est typiquement la vision du paysage énergétique si on faisait une recherche systématique. Ce serait en fait considérer que toutes les conformations se valent et qu'il y en a juste une parmi celles-là qui correspond à la native et qui est dans un puits. Mais en vérité, on sait que c'est comme ça. Donc on sait qu'on peut descendre, on sait qu'il y a cette notion d'entonnoir et que donc si on suit un gradient d'énergie, on est censé descendre vers la bonne conformation. On peut s'aider de ce truc-là. Si on est dans ce cas-là, on ne peut pas. N'importe où qu'on soit, on ne sait pas trop où aller. Ici, par contre, on sait qu'il faut aller dans le sens de la pente.
Donc, pour une recherche systématique, bon, là, on l'a déjà dit, mais imaginons que vous travaillez en coordonnées internes, vous avez 2 angles de torsion, phi et psi. Vous déterminez, donc vous allez explorer entre 0 et 360 degrés ces angles, et puis vous vous dites que vous prenez un θ de 30 degrés, mettons. Donc, si vous avez 2 résidus, vous êtes à 144 conformations, 3 résidus 21 000, 5 résidus 430 millions. Bon, ça explose très très vite, donc impossible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour améliorer ça, si on veut faire comme un truc systématique? À la limite, on peut avoir une espèce de quality check ou de construire partiellement les structures pour éliminer celles qui ont une très haute énergie avec une borne minimale, on peut définir ça. Alors, une autre approche qui est pas mal utilisée, c'est la dynamique moléculaire. Alors là, en fait, on va définir une expression analytique qui représente toutes les forces qui sont dans votre système entre les atomes en fait, de votre système ou entre les particules du système, disons. Si vous travaillez en résidus, bon, vous pouvez avoir une expression analytique pour des pseudo-atomes ou pour des résidus. Et donc, ça représente la mécanique moléculaire, un modèle de mécanique moléculaire. Et on appelle ça en général un champ de force, force field. Donc, en principe, on est dans le domaine de la mécanique quantique, parce que les protéines sont de petits objets, donc on est censé représenter leur mouvement avec les équations de Schrödinger. Le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps, donc on ne fait pas ça. On fait une approximation, on se dit, on peut simplement considérer que la protéine bouge selon les lois de la mécanique classique, donc l'équation de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc en pratique, c'est ça qu'on va utiliser. Et tout le jeu, ça va être de déterminer ce F, les forces, qui sont moins le gradient du potentiel, et qui vous déterminent l'énergie de votre système. Donc la forme générale d'un champ de force, c'est la suivante. Vous avez différents termes, des termes qui sont associés aux liaisons chimiques, un terme associé aux angles, angles de torsion, et puis des interactions qui sont entre atomes non liés. Alors, comment on fait en pratique? On part d'un modèle initial, donc ça peut être un petit modèle qu'on a fait par une autre technique. Bon, ça peut être la protéine tout à fait dépliée. On calcule les forces moléculaires grâce à ce champ de force. On bouge chaque atome selon ses forces, en résolvant en fait l'équation de Newton. Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est une intégration numérique. Et puis, on avance la simulation d'un petit pas de temps et on recommence. On recalcule les forces, on avance, on avance. Alors là, le problème ou le challenge, c'est que ce time step, il doit être tout petit. Il doit être plus petit que le mouvement le plus rapide, le temps que prend le mouvement le plus rapide dans le système, en fait. Donc, les mouvements les plus rapides, ils sont faits par les atomes d'hydrogène, qui sont les plus petits atomes, et qui sont toujours un peu en train de fluctuer là, autour de l'atome auquel ils sont rattachés. Donc, si on devait considérer ces mouvements-là, on devrait vraiment être très, 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 très bas en termes de time step. Donc, ce qu'on fait, c'est généralement, on les bloque. On fait l'approximation que les atomes d'hydrogène, on s'en fiche un peu et qu'ils ne bougent pas. Et à ce moment-là, on peut définir des time steps qui sont de l'ordre de 2 à 5 femtosecondes. Donc, ça reste quand même très petit. Femtoseconde, c'est 10-15 secondes. Donc, ça veut dire que pour simuler pendant 1 microseconde, 1 milliseconde, imaginez le nombre de time steps qu'il faut faire. Donc, ça reste ces simulations, ça reste des techniques qui sont extrêmement coûteuses en termes de temps de calcul, parce qu'on a beaucoup d'interactions dans le système. Il faut calculer, idéalement, il faudrait calculer toutes les interactions entre toutes les paires d'atomes du système. Et on doit faire un nombre de steps très, très important. Et donc, en principe, si on a des simulations très, très longues, en fait, on va explorer tout l'espace conformationnel. Bon, en pratique, on ne va jamais le faire parce que c'est trop coûteux. Donc après, il faut déterminer quelle est la représentation du solvant, parce que non seulement donc le système, ce n'est pas seulement la protéine, parce qu'elle n'est pas dans le vide, c'est la protéine et c'est l'eau qui l'entoure. Donc soit on met des molécules d'eau, vraiment H2O, et alors là, on doit de nouveau calculer les interactions entre la protéine et chaque molécule d'eau, soit on a une représentation implicite, donc on modélise ça sous forme de magma, un peu dans lequel la protéine est, avec un champ moyen. Donc il faut déterminer aussi des détails techniques qui sont associés à la simulation. Donc, bon, on l'a dit, on frise les hydrogènes.
On utilise des conditions périodiques. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez simuler vraiment une protéine dans une boîte d'eau, mais en fait, cette protéine, elle est répliquée à l'infini si vous considérez un tube plein de protéines avec de l'eau. Donc, vous faites des conditions périodiques comme ça infinies. Vous simplement, vous dupliquez cette cellule plein de fois. Bon, en pratique, c'est aussi pas très réaliste parce que normalement, la protéine n'est jamais seule dans l'eau. Elle est toujours avec d'autres protéines dans la cellule et elle est toujours en train de se replier dans ce contexte-là. Et puis après, il faut choisir l'ensemble statistique qu'on considère. Donc, qu'est-ce que c'est l'ensemble statistique? C'est déterminé par les grandeurs qui vont être maintenues fixes pendant la simulation. Donc, on sait que l'énergie totale doit être maintenue fixe. Ça, c'est le principe de base en physique. Donc après, comment on fait ça? Soit on maintient fixe le nombre d'atomes, le volume et l'énergie, soit le nombre d'atomes, le volume, la température. Donc, en fait, on couple le système avec des pistons ou des thermostats qui permettent de maintenir. Donc, il y a un échange entre le thermostat, le piston et le système. Ça permet de maintenir une température fixe ou maintenir une pression fixe dans le système et donc d'avoir conservation de l'énergie. Donc là, ce que vous avez en bas, c'est des snapshots d'une simulation où vous voyez, vous avez un temps de simulation, nanosecondes. Et donc, en gris transparent, c'est la structure cristallographique connue expérimentale. Donc, le truc se balade et puis à la fin, ça converge sur la structure expérimentale. Donc ça, c'est un peu un plot qui vous donne l'historique de ces calculs-là. Donc, ça va depuis la fin des années 90 jusqu'à 2012. Bon, on pourrait continuer parce que 2012, c'était il y a longtemps et ça continue. Mais disons qu'en 2012, il s'est passé quand même, 2011 même, il s'est passé quelque chose d'assez fort. C'est que pour la première fois, on a eu la simulation du repliement de 12 protéines en solution avec un solvant explicite, donc vraiment les atomes d'eau. Et donc ça a été fait grâce à des ressources de calcul, en tout cas, disons un calculateur, une machine de calcul qui a été développée spécialement pour faire ce genre de calcul par un groupe de recherche à New York qui s'appelle D. Shaw Research. Donc c'est quelqu'un qui en fait a fait de la finance, a gagné beaucoup d'argent, puis après il s'est dit qu'il allait investir dans la simulation de dynamique moléculaire, donc il a investi dans de l'ingénierie hardware pour construire une machine pour faire des simulations rapidement, et du coup ils ont réussi à produire ces simulations que personne n'arrivait à faire à l'époque. Donc ils en ont fait 12 d'un coup, ça reste des petites protéines, mais voilà. Et donc ils l'ont replié dans l'eau. Donc, il y a eu différentes choses qui ont été faites avant. Vous voyez un peu dans les images, là, qu'à chaque fois, c'est quand même des petites protéines. On ne replie pas des gros trucs, c'est pas possible. Et donc, des fois, on est en explicite, des fois, on est en implicite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une simulation de dynamique moléculaire? C'est un cheval qui court. Et nous, en pratique, on va prendre des snapshots de cette course pour déterminer de cette trajectoire, en fait, et on va calculer des propriétés là-dessus. C'est en général ce qu'on fait. Puisque vous ne pouvez pas enregistrer toute la trajectoire, donc vous coupez à certains temps, vous enregistrez ce qui se passe, et ça vous montre une course ou ça vous montre une protéine qui se replie. Donc ça, c'est extrait de ce papier de 2012. Vous avez les 12 protéines qui ont été simulées, avec la structure, la conformation dans les simules qui était la plus proche de la structure cristallo qu'on connaît. Donc vous voyez, ça matche très bien. Et vous avez les temps de simulation, où est-ce qu'elles ont été obtenues. Donc, on est dans de l'ordre de la centaine de microsecondes, hein, donc ça a demandé pas mal de temps de calcul, parfois même la milliseconde, avec des protéines qui ont des compositions hélice, alpha et feuillet bêta assez différentes. Donc, une autre initiative importante dans le domaine, c'était l'initiative Folding Atom. Alors là, l'idée, c'était quoi? C'était d'utiliser les ordinateurs de plein de gens à travers le monde pour faire quand ils n'utilisaient pas l'ordinateur, pour faire des calculs de simulation dynamique moléculaire très courts. Donc, vous partez d'un endroit, vous faites une petite simulation, et puis vous partez d'un autre endroit, etc. À chaque fois, vous faites des petites simulations. Donc après, vous pouvez mettre ça dans un framework de chaîne de Markov, en fait. Et grâce à toutes les simulations que vous avez faites, vous pouvez calculer des transitions, des probabilités de transition entre les différents états. Donc, à partir de là, ce qui est bien, c'est qu'on peut inférer, en fait, la cinétique du repliement.
donc des grandeurs cinétiques, ouais, des temps, des vitesses de repliement, grâce aux transitions que vous calculez dans les petites simulations. Donc aujourd'hui, la personne qui fait ça, c'était Vijay Pandey. Et aujourd'hui, il est plutôt tourné sur le machine learning, deep learning, etc. Donc c'est des choses qui datent maintenant un petit peu, ce genre d'efforts, mais qui ont permis quand même de résoudre numériquement le problème du repliement des protéines. Donc ça, c'est pour les stratégies. Maintenant, donc, on a cette fonction de score pour évaluer les conformations. Donc le champ de force, c'est une fonction de score, d'accord ? Et en fait, c'est une fonction qui est basée sur la physique, les propriétés physiques de l'objet qu'on est en train de regarder. Donc de nouveau, là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc on va avoir des termes qui correspondent aux atomes qui sont liés, ce qu'on appelle bonded, donc liés. Ça veut dire qu'ils sont liés par des liaisons covalentes, d'accord ? Donc on a cette liaison chimique forte qui lie les atomes. Donc entre deux atomes, vous avez la liaison, et ce truc-là va être plus ou moins, va bouger plus ou moins. Entre 3, vous allez pouvoir définir un angle. Entre 4, vous pouvez définir un angle de torsion. Et puis au-delà de ça, on considère que les atomes sont non liés, mais ils interagissent quand même ensemble. Ils interagissent parce que déjà, du fait des charges électriques, donc si vous avez un atome très très loin d'un autre qui est plus et l'autre est moins, ils vont avoir quand même tendance à s'attirer. Et puis aussi, ils vont interagir juste du fait qu'ils sont proches les uns des autres. Donc ça, c'est les interactions de Van der Waals. Ils vont avoir tendance à s'attirer s'ils sont pas trop loin et à se répulser, je ne sais pas comment on dit, s'ils sont trop proches. Donc là, globalement, alors ça d'abord, c'est le... Donc vous avez ces deux choses-là. Donc les premiers termes, banded, ça va être la complexité linéaire. Donc vous en avez autant que de distance, que d'angle, etc. dans le système. Par contre, pour ce qui est des non-banded, vous avez une complexité beaucoup plus grande parce que là, vous considérez tous les atomes avec tous, donc vraiment toutes les paires d'atomes. Puisqu'il n'y a plus cette contrainte d'être proches les uns des autres. D'accord ? Le premier, il faut être proche quand même, il faut être lié covalemment, donc en fait, vous regardez un atome et puis un peu ses voisins, et basta. L'autre, c'est beaucoup plus grand. Donc il y a des méthodes pour réduire la complexité, en calculant pas toutes les interactions. Donc pour ce qui est de la liaison covalente, normalement l'énergie, la forme d'énergie qui doit représenter la liaison covalente, c'est un truc comme ça. Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on l'approxime avec un potentiel harmonique. Donc c'est quoi un potentiel harmonique ? C'est juste un truc comme ça, d'accord ? C'est un truc de degré 2. Donc c'est exactement ce que vous avez quand vous avez deux boules qui sont liées par un ressort. Et donc c'est K, la constante du ressort, fois le delta R, donc le R que vous observez, moins le R d'équilibre au carré. Donc ça, c'est ce que vous avez pour la liaison. C'est ce que vous avez aussi pour l'angle entre deux atomes, avec θ, donc c'est aussi harmonique. Et puis pour les angles de torsion, qui sont définis avec 4 résidus, là, vous avez une sinusoïde. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des contraintes qui s'appliquent sur ces protéines. Donc, on a, en fait, localement, on peut définir un plan. Donc, vous avez des atomes qui sont dans le même plan. Donc là, c'est ce que vous voyez. Vous avez le C, O, N du squelette qui sont dans le même plan. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on peut, c'est aussi pour ça qu'on peut définir les... Enfin, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir non plus tous les angles possibles, toutes les conformations possibles. Et donc, pour déterminer la conformation du squelette, vous avez besoin essentiellement de 3 angles de torsion qui impliquent donc chacun 4 atomes, qui sont représentés ici, donc phi, psi et oméga. Sachant que du fait de ce plan, le oméga, en fait, on s'en fiche. Il vaut toujours 0 ou 180. Donc, en fait, il vous reste que 2 angles de torsion. Et on peut représenter, donc, vous avez l'angle phi, l'angle psi, et vous pouvez voir où sont les résidus. Chaque résidu a un phi et un psi. Et donc, on regarde où sont les résidus dans ce diagramme. Ce qu'on voit, en fait, c'est que pour les protéines, vous avez des zones autorisées et puis des zones où il n'y a jamais rien. Donc, les zones autorisées, elles sont marquées là, et chaque zone correspond à une structure secondaire particulière. Donc, en haut, les bêta, en bas, les alpha. Donc, si vous avez une protéine, vous calculez ces angles de torsion, et puis vous faites ce plot et vous vous rendez compte qu'il y en a partout, ce n'est pas une protéine que vous êtes en train de regarder. Pour avoir une protéine, il faut avoir un truc avec des points que dans les zones autorisées, en gros. Sinon, ça veut dire qu'il y a un sacré problème.
Et donc, pour les interactions non liées, comme je disais, donc on a l'électrostatique. Donc là, c'est un potentiel de Coulomb classique. Donc l'idée, ça va simplement être, vous multipliez les deux charges et vous divisez par la distance entre les deux atomes. Donc ici, on a un potentiel qui décroît, ou qui croît, bon, ça dépend de la charge, mais voilà. En termes de magnitude, il décroît en fonction de la distance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne décroît pas très vite. Ça veut dire que même à des distances grandes, cette force va s'appliquer. Ensuite, on a la force de Van der Waals. Et là, ce n'est pas le même business. Donc là, vous avez deux termes, un terme de répulsion et un terme d'attraction. Donc le terme de répulsion, il va jouer quand on est trop proche, on va s'écarter. Et quand on n'est pas trop proche, on va s'attirer. Donc il y a ces deux termes qui sont expliqués un peu mieux là. Donc vous avez la courbe répulsive que vous voyez, la courbe attractive. Et donc la somme des deux, ça vous fait un truc comme ça qui descend très vite vers le minimum. Le minimum correspond, disons, à la distance idéale. Et ensuite, ça remonte vers 0, donc c'est de moins en moins favorable. Donc quand on s'éloigne, quand on est très proche, on s'éloigne très vite, c'est très défavorable. Après, on est à la distance idéale, et puis quand on s'éloigne, on va avoir cette force d'attraction. Et donc, cette distance idéale, elle va être déterminée par le rayon de Van der Waals, on appelle ça le rayon de Van der Waals des atomes, qui est vraiment une propriété particulière des atomes en fonction de leur position, de leur valence et de leur élément chimique. Et donc, ce qui est important là, c'est de voir que ces deux termes, ils sont aussi, c'est un coefficient divisé par R, mais R exposant quelque chose. Donc là, ils dépendent de la distance, R exposant 12 et R exposant 6, ça peut changer, ça peut être 8, bon, ça peut changer un petit peu, mais l'idée, c'est que vous avez un gros exposant quand même sur ces R. Donc ça vous indique que cette force, elle est à courte portée. Ça va diminuer très vite la magnitude de l'énergie en fonction de la distance. Donc si je suis en particulier la force répulsive, elle diminue très vite. Dès que, quand je suis en clash, dès que je m'écarte un peu, bam, j'ai plus de répulsion. Et l'attraction, bah, dès que je pars un peu loin, en fait, il n'y a rien qui se passe, je ne me vois plus, les deux atomes ne se voient plus, ils ne s'attirent plus. Donc c'est vraiment une force qui joue qu'à courte portée. Voilà, donc pour déterminer donc ces force fields, ils ont été développés dans les années 80, ça a été des gros travaux, et chaque force field, chaque champ de force avait son paquet de simulation dynamique moléculaire associée, donc ça a un peu créé des écoles comme ça, des écoles scientifiques, des écoles de pensée. Et donc l'idée, c'était d'avoir un truc suffisamment simple, précis et quand même général. Parce que, alors ce qu'il faut voir, c'est que vous avez autant de paramètres que de types d'atomes. Et un type d'atome, ce n'est pas juste l'élément chimique, ce n'est pas juste oxygène, azote, etc. C'est vraiment le carbone avec telle valence qui fait une double liaison, etc. avec tel atome. Donc on a beaucoup de types. Donc du coup, on a beaucoup de paramètres parce que les paramètres vont changer avec chaque type. Ces paramètres, ils sont inférés d'expérience ou de calcul de chimie quantique. Donc c'est aussi pas mal de boulot pour dériver ces paramètres. Et donc après, vous aimeriez bien pouvoir simuler n'importe quoi avec ces champs de force, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc la généralité aussi, elle n'est pas... Donc il y a plusieurs limitations. C'est comment est-ce qu'on généralise à d'autres types de molécules. Si vous avez des inhibiteurs, des trucs comme ça, pas toujours clair comment vous allez dériver leurs paramètres. Il faut refaire en fait des paramètres. Et puis la limitation aussi principale, c'est quand même le temps de simulation qui reste relativement court hein, quand même. Donc on est très limité par le point de départ quand même. Donc ça va aussi amener au développement de champs de force gros grains notamment, ou de champs de force spécifiques pour faire des tâches particulières. Donc après, bon, un truc qu'on n'aborde pas trop, qui n'est pas trop abordé par les champs de force, c'est qu'on voit tout à travers le prisme de l'interaction par paire. En fait, on va regarder que les paires d'atomes. Donc vous avez deux charges, plus, moins. Bon, vous avez deux atomes proches, mais en fait, ça ne devrait pas. On devrait considérer les interactions entre triplets, les interactions entre 4, etc. C'est beaucoup plus complexe. Donc en pratique, on utilise des effets de screening pour considérer ces effets à plusieurs, parce que là, la combinatoire explose si on veut vraiment tous les calculer. Ok, donc ça, c'est le premier chapitre, on va dire, des fonctions d'énergie. Le deuxième chapitre, c'était vraiment la physique. On part des éléments de base, on part de la description chimique, physico-chimique des macromolécules, on dérive des paramètres. Ensuite, on peut se dire, bon,
finalement. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être qu'il suffit de résoudre beaucoup de structures et puis d'apprendre, ce qu'on est en train de voir. Alors, bon, d'apprendre, on n'y est pas encore, mais en tout cas de faire des stats et d'utiliser ces stats. Donc ça a ouvert le champ à la mécanique statistique. Alors, qu'est-ce que c'est que la mécanique statistique? Il y a une hypothèse de base qui est l'hypothèse que vous faites sur la distribution des conformations. Donc, on fait l'hypothèse qu'on a une distribution de Boltzmann. C'est ce qui est représenté ici. Donc, votre énergie libre, delta G, elle est liée en fait à la fréquence d'apparition des conformations, donc à la probabilité d'apparition des conformations. Et elle est liée avec une exponentielle. D'accord? Donc si on représente comme ça, c'est peut-être un peu plus clair. La probabilité d'observer la conformation I, CI, ça va être exponentielle de moins l'énergie de CI sur KT, donc c'est exponentielle de moins l'énergie, en gros, modulo des facteurs avec la température, sur la somme de toutes les contributions de tous les CI, de toutes les conformations. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition, cette somme en bas. Pour la calculer, il faut connaître toutes les conformations. Donc déjà, en fait, on ne la calcule jamais, parce que ce n'est pas possible, vu qu'on n'a jamais toutes les conformations. Mais donc l'idée, c'est qu'on a ce truc-là. Alors, du coup, ce lien à travers l'exponentielle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si vous avez une petite différence d'énergie, vous avez une grosse différence sur la probabilité d'apparition. Donc ça, c'est ce que vous voyez à droite. Vous avez différents scénarios. Et le scénario qui nous intéresse, c'est celui qui est tout à gauche. Donc quand je suis très favorable en énergie, j'ai beaucoup de conformations, un peu moins, etc. etc. Et surtout, quand je ne suis pas favorable en énergie, quand j'ai des hautes énergies, je n'ai pas de conformation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en simulation dynamique moléculaire, typiquement, dans les simulations qu'on fait, on ne s'attend jamais à avoir des conformations qui sont défavorables d'un point de vue énergétique. Alors les fonctions de score empiriques, on peut citer DOPE. Donc ça, c'est très simple. L'idée, c'est juste, vous prenez toutes les structures, ou un ensemble représentatif des structures qui existent, qui sont connues de protéines, qui sont dans la PDB, et vous calculez en fait les distances que vous avez dans ces structures entre tous les types d'atomes. Et vous moyennez. Et donc, vous avez entre chaque paire de types d'atomes, une distance à laquelle vous vous attendez. Et si vous déviez de cette distance, vous dites que vous avez une énergie non favorable. Un autre exemple, c'est celui de Rosetta. Ça, c'est quelque chose de très, très, très populaire, un outil de modélisation très populaire. Donc, la fonction score, elle combine des termes physiques et aussi des termes statistiques. Voilà, donc j'en dis pas trop plus là-dessus. Donc, l'étape suivante, bien sûr, quand on est avec les stats, c'est d'aller vers l'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui est très en vogue maintenant. Parce que les statistiques, ça vous donne bien sûr une idée, mais vous fixez quand même pas mal de choses. Donc, mettons, vous avez des valeurs cibles que vous avez vues dans les PDB pour les distances, etc. Mais vous attendez déjà à avoir une certaine forme de fonction des distances. Donc là, l'apprentissage, on peut simplement se dire qu'on a des fonctions qui ont n'importe quelle forme et on va apprendre ces fonctions continues qui sont de n'importe quel type et qui ne sont pas forcément vraiment une moyenne, une distance précise. Alors, la différence entre ça. Donc, quand on fait de l'apprentissage, en fait, on fait de l'optimisation, puisqu'on veut fitter nos paramètres sur les données qu'on observe. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire cette hypothèse de Boltzmann, qui est une hypothèse qui n'a jamais vraiment été vérifiée, en fait. Et puis, le problème avec cette hypothèse de Boltzmann, c'est qu'il faut avoir accès à un état de référence, et en général, on n'y a pas accès. Donc, si on est en optimisation, on n'a pas besoin d'état de référence, on ne fait aucune assumption, aucune hypothèse sur les poids, sur la forme des fonctions, et les potentiels sont lisses et différenciables par construction. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, il faut beaucoup de données, et il faut faire attention à comment on définit l'ensemble d'apprentissage. Donc voilà, l'idée, on part des structures, on détermine des features qui sont des fonctions qu'on va apprendre, on va fitter les paramètres. Donc là, vous avez un exemple de potentiel qui fait ça, donc il va calculer toutes les interactions d'un point de vue géométrique. Vous avez des interactions entre résidus, interactions entre atomes, liaison hydrogène, tout un tas de choses. Et simplement, les paramètres sont fités. Et tout ça, c'est combiné dans une ridge regression
pour obtenir le score qui va vous donner la qualité en fait, de la structure tridimensionnelle que vous êtes en train de regarder, la qualité du modèle, la qualité de la conformation, donc en fait son énergie. Donc ici, par exemple, il y a 4 500 000 features. C'est beaucoup, mais par contre, c'est très sparse. C'est aussi pour ça qu'on arrive à apprendre quand même correctement avec ces trucs-là, c'est que vous n'avez pas beaucoup de features qui sont vraiment allumées à un certain moment. Ok, donc maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, on va aller vers quelque chose qui est très différent, qui est un peu orthogonal et qui est beaucoup plus simple, quand même, conceptuellement, que ces trucs-là. Donc, on a vu les aspects physiques, aspects statistiques, et finalement, le next step du statistique, c'est l'apprentissage. Donc, ça marche très bien. Donc, bon, un truc que je n'ai pas mentionné, mais qui est quand même important, mais peut-être je l'ai dit la dernière fois, c'est que maintenant, ces approches d'apprentissage, c'est ce qui marche le mieux, puisque dans les compétitions de détermination de structure tridimensionnelle, ce sont les approches deep learning qui performent le mieux. Donc, une solution orthogonale à ça, c'est de se dire qu'on va résoudre l'équation de Newton, mais de manière exacte. D'accord ? Donc, on va donner une solution analytique à l'équation de Newton. Donc, pour faire ça, il faut se mettre dans un cadre d'approximation quand même, donc dans un cadre bien particulier, mais on peut faire ça. Donc, au lieu de faire de l'intégration numérique, on va résoudre. Donc, de nouveau, on va reprendre l'idée d'avoir des coordonnées, une énergie, avec un truc un peu en funnel. Bon. Et donc, on va se dire, on part d'une structure cristallo, mettons. Donc là, par contre, il faut quand même une structure cristallographique. Donc, on ne peut pas faire ça pour évaluer la qualité de modèle. C'est plutôt pour prédire les mouvements, là. Donc, on part d'une structure expérimentale. Et on se dit, c'est ça notre structure native, c'est ça notre minimum global. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on ne connaît pas l'énergie, là. A priori, elle est assez complexe. Mais on ne va pas forcément avoir besoin de la connaître. Pourquoi ? Parce qu'on va se dire, étant donné qu'on est à un minimum global, j'ai mon énergie qui doit être minimale. Donc, j'ai aussi ma première dérivée de l'énergie qui doit être nulle. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux approximer cette énergie dans ce point minimum grâce à une expansion de Taylor. D'accord ? Donc, l'énergie, ça va être l'énergie au point... alors, je ne sais pas si je la mets là, l'expansion de Taylor. Ça va être l'énergie donc au point donné, plus la première dérivée, plus la deuxième dérivée, la dérivée seconde, pardon, plus la, etc., etc. Et donc, comme l'énergie elle-même est minimum, donc elle vaut 0, et la dérivée première vaut 0, il ne nous reste plus que la dérivée seconde, en fait. Donc, la hessienne de notre potentiel. Donc, on approxime le potentiel lui-même par juste sa hessienne. Et donc, on va regarder ce que ça va nous donner, ça. De nouveau, grâce à l'équation de Newton, la somme des forces égale ma. Donc, si j'ai l'énergie, le potentiel, c'est l'énergie, j'approxime ça avec sa hessienne, sa dérivée seconde. Du coup, ça va me donner les forces qui s'appliquent. Et grâce aux forces, je vais avoir l'accélération, donc la direction que prend, en fait, de manière naturelle, dans ce cadre-là, la direction de mouvement que prend ma protéine. Alors, moi, j'ai plus de batterie. Ok. Donc, bref. Donc, c'est un petit peu, ça paraît un petit peu indigeste comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ce serait bien si j'arrivais à trouver. Donc, si on considère un système moléculaire avec n atomes dans une position d'équilibre, dans notre cristallo, on a l'énergie potentielle du système qui est représentée par V. L'équation de Newton nous dit la somme des forces égale ma. Donc, on est au Q0 et on considère un petit delta par rapport à ce Q0. Ce petit delta, c'est Q. Okay. Donc, par définition, la somme des forces, c'est moins le gradient du potentiel. Enfin, la force, c'est moins le gradient du potentiel. Et donc, avec la masse, on peut écrire que la masse multipliée par l'accélération plus le gradient du potentiel est égal à 0. Ça, c'est juste l'équation de Newton. Et donc, on fait une expansion de Taylor.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le potentiel à Q0 plus Q, ça va être le potentiel à Q0, ça c'est nul, plus la dérivée première fois Q, ça c'est nul, plus 1 demi la Hessienne fois Q carré, plus blablabla. Ok, donc les deux premiers sont nuls, et le reste, on s'en fiche. Donc, on garde que la Hessienne. Et si on remplace avec la Hessienne, on se retrouve avec une équation qu'il est possible de résoudre. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on va résoudre cette équation en fait de manière exacte. Alors, les solutions de l'équation, ça nous donne les vecteurs propres, ce qu'on appelle les vecteurs propres, et la matrice diagonale de valeurs propres. Donc, vous avez des vecteurs propres et des valeurs propres qui correspondent à la solution et qui vont représenter, donc qu'est-ce que c'est qu'un vecteur propre? C'est une combinaison linéaire d'atomes. Donc, ça va vous donner en fait un mouvement, un mode de vibration de votre protéine associé à une valeur propre qui est l'amplitude, enfin, pas l'amplitude, la fréquence du mouvement. Ok. Donc, bon, ça vous explique que l'oscillateur harmonique, c'est une solution pour ce système. Donc, en pratique, ce qu'on peut faire, c'est représenter les atomes comme étant liés par des ressorts. Si on a un système comme ça, ben on peut prendre en fait d'autres potentiels, c'est pas vraiment nécessaire. Mais donc l'approximation qu'on peut faire, on peut prendre simplement un potentiel harmonique, donc on va relier chaque paire d'atomes qui sont proches par des ressorts, et ça va nous permettre de calculer de faire cette analyse en mode normaux, donc de faire ce calcul de Hessienne, et une fois qu'on a la Hessienne, on obtient la... Ok, ça je ne vais pas entrer dans les détails. On obtient les modes normaux. Est-ce que vous avez des questions ?